l'harmonie du vide. Prologue, le mur du silence. L'obscurité de l'espace n'est jamais totale, mais dans le secteur des nuées, elle est épaisse, presque tangible. C'est un linceul de poussière ionisée, un vestige que les cartographes de l'hégémonie de Krell ont marqué d'une croix rouge, zone de déshérence. Ressources nulles. Risque d'abrasion moteur, 98%. Pourtant, au cœur de cette purée de poivre stellaire, un homme attendait. Elias Thorne était assis dans le cockpit du sillage. Le vaisseau ne ressemblait à rien de ce que la galaxie considérait comme une merveille technologique. Sa coque était asymétrique, couverte de plaques de métal sombre et mat, parsemées de cicatrices de micrométéorites. Pour un observateur extérieur, c'était l'épave d'un ferrailleur, un déchet dérivant parmi les déchets. Mais à l'intérieur, le silence était absolu. Pas de vrombissement de réacteur, pas de bip de console. L'interface n'était pas faite de boutons, mais de filaments de lumière liquide qui semblaient attendre le contact de ses doigts. « VEILA » murmura Elias. Affiche la bordure du secteur 4. Une projection holographique, d'une netteté impossible, s'éleva du sol. À des millions de kilomètres de là, à la lisière de la poussière, une flotte de l'hégémonie venait de sortir de l'hyperespace. Des cuirassés massifs, semblables à des couteaux d'obsidienne, déchiraient le vide. Il escortait un moissonneur, une machine monstrueuse destinée à dévorer les anneaux de gaz d'une planète voisine, ignorant les millions de formes de vie microscopiques qui y prospéraient. Leur signature énergétique est de 12,4 TWh par seconde, Elias, répondit la voix douce et désincarnée de l'IA. Ils sont bruyants. Ils sont primitifs. Ils croient posséder le vide parce qu'ils savent le briser. Elias observa les écrans. Un sentiment de fatigue ancienne l'envahit. Il aurait suffi d'une pensée, d'une simple impulsion transmise par ses neurones à la biomasse du secteur, pour que ces colosses de métal soient broyés par des forces de marée gravitationnelle déclenchées instantanément. L'humanité aurait pu éteindre ces envahisseurs comme on mouche une bougie. Mais il ne fit rien. Pas encore. Il posa sa main sur la paroi du vaisseau. Sous ses doigts, le métal sembla respirer. C'était la grande malédiction de son peuple, ils avaient atteint la maîtrise de l'atome et de l'esprit, ils avaient compris que la force brute est l'aveu d'une défaite intellectuelle. Ils étaient devenus des dieux timides. Ils se dirigent vers le système des auras, Elias, reprit VEILA. Si nous n'intervenons pas, la fréquence de cette espèce sera éteinte d'ici 3 cycles solaires. Elias ferma les yeux. Dans son esprit, il percevait déjà la musique des auras, ce champ de lumière lointain qui commençait à faiblir sous les ondes de choc des moteurs de Krell. Prépare la synchronisation du moteur à vide, ordonna-t-il enfin, sa voix vibrant d'une résolution nouvelle. L'hégémonie croit que nous nous cachons par peur. Il est temps de leur montrer que nous nous cachions pour les protéger, d'eux-mêmes. Le sillage ne s'alluma pas. Il ne fit aucune flamme. Il glissa simplement dans la poussière, devenant une ombre plus noire que le noir, un prédateur de paix lancé à la poursuite des loups. L'humanité venait de décider que le silence avait assez duré. Chapitre 1, la résonance perdue. Le ciel d'horizon, la capitale des auras, n'était plus qu'un immense incendie de saphir. Habituellement, l'atmosphère de cette planète réagissait au chant de ses habitants, créant des aurores boréales permanentes qui dansaient au rythme de leur bonheur. Aujourd'hui, les aurores étaient lacérées par des traînées de feu noir, les modules de descente de l'hégémonie de Krell. Naya courait, ses pieds effleurant à peine le sol de cristal poli de la grande bibliothèque. Chaque explosion lointaine faisait vibrer sa peau opalescente, qui passait du bleu apaisant à un gris ferreux, signe d'une terreur absolue. Derrière elle, les archives mémorielles et des cristaux de résonance contenant des millénaires de poésie et de science commençaient à se fissurer sous les ondes de choc des bombardements orbitaux. « Il faut partir, Naya !» cria une voix derrière elle. C'était l'un des gardiens, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, le dôme de verre au-dessus d'eux explosa. Un drone de combat Krell, une machine arachnéenne de métal sombre et de capteurs rouges, s'engouffra dans la brèche. Sans sommation, il fit feu. Un rayon de plasma rouge déchira l'air, pulvérisant le gardien en un nuage de cendres lumineuses. Naya s'effondra, les oreilles sifflantes, le cœur battant une chamade désordonnée qui faisait clignoter sa peau d'un ambre désespéré. Le drone pivota sur ses articulations hydrauliques, fixant ses optiques sur elle. Elle était la dernière Otérudite. Si elle mourait, la mémoire des auras s'éteignait avec elle. Elle ferma les yeux, attendant la fin.
Mais au lieu du sifflement du plasma, elle entendit un son qu'elle n'avait jamais perçu auparavant, un silence. Un silence si dense qu'il semblait absorber le bruit des explosions environnantes. Cible identifiée. Menace neutralisée. La voix était calme, presque monotone, mais elle ne venait pas d'une machine. Naya ouvrit les yeux. Devant elle se tenait une silhouette humaine. Il ne portait aucune armure massive, juste une combinaison grise, mate, qui semblait absorber la lumière. L'homme n'avait même pas d'arme visible. Le drone Krell, pourtant programmé pour la destruction, était figé dans les airs, ses pattes mécaniques tordues dans des angles impossibles, comme si une main invisible l'avait compressé. L'inconnu se tourna vers elle. Ses yeux étaient d'un gris profond, hantés par une sagesse qui semblait peser des tonnes. C'était Elias. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il. Sa voix provoqua un choc électrique chez Naya. Pour les auras, la voix était une fréquence. Celle de cet homme était d'une pureté mathématique qu'elle n'avait jamais rencontrée chez les autres races nomades. C'était une onde de base, stable, immuable. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, alors que sa peau passait instinctivement au rose pâle, une couleur de curiosité mêlée de choc. « Vous êtes un des ferrailleurs du secteur des nuées ?» Elias esquissa un demi-sourire, un geste empreint d'une tristesse infinie. « Quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je suis votre seule chance de quitter ce rocher. » Il tendit la main. Au moment où leurs doigts se frôlèrent, une décharge parcourut le corps de Naya. Ce n'était pas de l'électricité, c'était une reconnaissance. La technologie nanomorphique intégrée dans les cellules d'Elias entra en résonance immédiate avec la biologie lumineuse de Naya. Pendant une seconde, ils virent tous deux la même chose, un lien de lumière dorée tissé entre leurs âmes. Elias resta pétrifié. Sa mission était d'observer, de rester invisible. Mais cette connexion, ce n'était pas prévu. Le Conseil avait prévenu que les émotions étaient des variables instables, mais là, c'était une constante universelle qui venait de se révéler. Le lien, murmura Naya, les yeux écarquillés. Vous raisonnez comme nous. Mais plus fort. Tellement plus fort. On en parlera plus tard, coupa Elias, reprenant ses esprits alors que les murs de la bibliothèque commençaient à s'effondrer. On décolle. Il ne la porta pas. Il fit un geste de la main et Naya sentit la gravité s'alléger autour d'elle. Ils furent soulevés du sol, enveloppés dans une bulle de distorsion invisible. À travers le toit éventré, ils s'élancèrent vers le ciel. Dehors, c'était l'enfer. Des centaines de chasseurs Krell patrouillaient, transformant la cité d'Horizon en un charnier de cristal. Un escadron de 3 intercepteurs repéra leur ascension. VEILA, active le mode furtif cinétique, ordonna Elias mentalement. C'est fait, Elias. Mais il sature la zone de tir de barrage. Je suggère une déviation de phase, répondit l'IA dans son esprit. Non. Montre-leur juste un aperçu. Les intercepteurs Krell ouvrirent le feu. Des dizaines de torpilles à tête chercheuse foncèrent sur eux. Naya cria, se serrant contre Elias. Elle sentit la chaleur de son corps, une chaleur solide, rassurante. Alors que les missiles allaient les impacter, Elias ne bougea pas. Il ne fit aucune manœuvre d'évitement. D'un simple clignement d'œil, il modifia la densité de l'air devant eux. Les missiles ne s'écrasèrent pas, ils glissèrent littéralement autour de la bulle, comme si l'espace lui-même était devenu une savonnette. Ils se retournèrent et allèrent percuter leur propre lanceur dans une série d'explosions spectaculaires. Naya regardait la scène, pétrifiée. Elle connaissait les humains. Tout le monde les connaissait. Des êtres fragiles, vivant de récupération, évitant les conflits. Mais cet homme, il ne se battait pas. Il réécrivait les règles du jeu au fur et à mesure qu'il avançait. Ils atteignirent le sillage, qui attendait en orbite basse, caché derrière un déphasage optique. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le hangar, la transition fut brutale. De la fureur de la guerre, ils passèrent à un silence de cathédrale. Elias déposa doucement Naya sur le sol métallique. La bulle de protection se dissipa. Le silence revint, seulement troublé par la respiration erratique de la jeune femme. Sa peau pulsait maintenant d'un violet profond, signe de confusion et d'épuisement. Vous avez utilisé une technologie de manipulation gravitationnelle de classe 9, dit-elle d'une voix tremblante. Seules les légendes parlent de telles choses. Qui sont les humains, Elias ?
Pourquoi vous cachez-vous ainsi? Elias s'approcha d'elle. Il s'arrêta à quelques centimètres, respectant son espace. La résonance entre eux était toujours là, une vibration basse qui faisait vibrer l'air entre leurs poitrines. Nous nous cachons parce que nous avons compris une chose simple, Naya. La puissance attire la destruction. Nous avons passé des millénaires à perfectionner notre esprit pour ne plus avoir besoin de nos poings. Mais... Il s'interrompit, son regard dérivant vers l'écran principal où l'on voyait la planète Horizon s'enfoncer dans les ténèbres. Mais voir votre peuple s'éteindre, c'est une fréquence que je ne peux pas laisser s'arrêter. Naya leva la main et, avec une hésitation touchante, effleura la joue d'Elias. Sa peau à lui, d'ordinaire si pâle, s'illumina d'une lueur dorée au point de contact. Un frisson parcourut l'homme. « Votre cœur, murmura-t-elle. Il bat avec une telle force. On dirait une étoile qui essaie de ne pas brûler. » C'est exactement ce que nous sommes, répondit Elias dans un souffle. Des étoiles qui essaient de ne pas brûler. Soudain, une alarme retentit. Une fréquence agressive, métallique, qui fit grimacer Naya. Elias coupa la voix de Veuilla. Le général Goren a détecté l'anomalie gravitationnelle. Il envoie le croiseur de tête, le brise-monde, pour intercepter notre trajectoire. Il pense que nous sommes une arme expérimentale des auras. Elias regarda Naya. Il vit la peur dans ses yeux, mais il vit aussi l'espoir, une petite étincelle bleue qui commençait à renaître dans son regard opalin. Ils veulent une arme, demanda Elias, ses yeux virant au grisacier. Alors nous allons leur montrer ce qui arrive quand on pousse des pacifistes à bout. Il tendit sa main à Naya, non plus pour la secourir, mais comme un partenaire. Prête à voir la galaxie d'un autre point de vue? Naya hésita une seconde, puis plaça sa main dans la sienne. La résonance explosa en une symphonie de lumière. Emmène-moi voir tes étoiles, Elias. Le sillage vira de bord. Il ne fuyait plus. Il s'alignait face au gigantesque croiseur de l'hégémonie, une minuscule mouche de ferraille face à une montagne d'acier. Mais dans le cockpit, deux êtres liés par quelque chose de plus puissant que la technologie venaient de sceller le destin de l'hégémonie. Chapitre 2, le poids du berceau. Le sillage glissait à travers le vide avec la grâce d'un spectre. Derrière lui, le système d'horizon n'était plus qu'une plaie béante de feu et de débris, mais à l'intérieur du cockpit, une étrange stase s'était installée. Naya était assise dans un siège qui semblait s'être modelé exactement sur la courbure de son dos, une matière biomimétique qui pulsait d'une chaleur douce. Ses yeux, d'un violet électrique encore vibrant d'adrénaline, ne quittaient pas Elias. « On ne saute pas en hyperespace ?» demanda-t-elle, sa voix brisant le silence cristallin. Elias ne se retourna pas. Ses mains planaient au-dessus d'une console de lumière liquide, ses doigts traçant des motifs complexes qui semblaient réordonner la structure même des étoiles sur l'écran principal. L'hyperespace est une cicatrice que l'on inflige à l'univers, Naya, répondit-il sans quitter des yeux ses trajectoires. C'est bruyant, instable et destructeur pour les tissus de la réalité. Nous préférons le glissement harmonique. Nous nous accordons à la fréquence de notre destination, et l'espace nous y invite. Soudain, la vue des étoiles s'étira, non pas en ligne de lumière comme lors d'un saut conventionnel, mais en une diffraction prismatique. Les couleurs explosèrent en un arc-en-ciel silencieux, et en un battement de cœur, le noir absolu fit place à une purée de pois dorés et tourbillonnante. Le secteur des nuées, murmura Naya en se levant pour s'approcher de la baie vitrée. Les légendes disent que c'est un cimetière. Que les navires qui s'y aventurent sont broyés par la foudre ionique. Les légendes sont nos meilleurs alliés, dit Elias en se levant enfin. Elles gardent les curieux à distance. Mais regarde bien, Naya. Regarde avec tes yeux de haute érudite, pas avec ceux d'une fugitive. Il posa sa main sur une plaque de cristal au centre de la pièce. Veuilla, lève le voile optique sur le cadran intérieur. Ce que Naya vit alors lui coupa le souffle. La poussière dorée commença à s'écarter, révélant non pas des débris, mais une architecture de lumière. Des stations spatiales gigantesques, translucides comme du verre de mer, flottaient en harmonie parfaite. Elles ne semblaient pas construites, mais cultivées, comme des coraux géants pulsant d'une énergie interne. Des milliers de petits vaisseaux, semblables à des gouttes d'argent, circulaient entre ces structures dans un ballet parfaitement orchestré. Mais au centre de ce dispositif, protégé par une sphère de distorsion qui faisait onduler la lumière des étoiles lointaines, flottait une planète.
Une bille bleue et verte d'une beauté si pure qu'elle semblait irréelle. La Terre, souffla Naya. On dit qu'elle a été détruite par les guerres solaires il y a 5000 ans. Elle a failli l'être, admit Elias, s'approchant d'elle. Nous l'avons sauvée d'elle-même en la déphasant. Elle n'est plus dans le même flux temporel que le reste de la galaxie. Pour l'hégémonie, elle n'existe pas. Pour nous, elle est le berceau. Le seul endroit où nous sommes vraiment nous-mêmes. Alors qu'ils approchaient de la station principale, une structure en forme de double hélice baptisée l'Arche de l'équilibre, une série de flashs de lumière rouge clignota sur la console. Elias, intervint la voix de l'IA, teintée d'une nuance d'inquiétude. Le conseil des veilleurs a bloqué ton vecteur d'approche. Ils exigent une audience immédiate. La présence de l'étrangère est considérée comme une violation directe du protocole de l'ombre. Elias serra les dents. Il savait que ce moment viendrait. Il se tourna vers Naya. Sa peau était redevenue d'un bleu pâle, signe d'une profonde anxiété. « Je ne te laisserai pas, Naya. Mais tu dois comprendre que mon peuple a peur. Pas de toi, mais de ce que ton arrivée représente, la fin de notre solitude. » L'audience eut lieu dans une salle dont les murs étaient faits de vide pur, révélant la courbure de la terre en dessous d'eux. 3 figures drapées dans des robes de lumière se tenaient sur une estrade surélevée. C'étaient les veilleurs. Elias Thorne, commença la figure centrale, une femme dont le visage semblait sculpté dans le marbre antique. Tu as brisé le silence. Tu as exposé nos capacités cinétiques devant l'hégémonie. Et tu as ramené une résonance alien au cœur de notre sanctuaire. Les auras sont en train de mourir, répondit Elias, sa voix résonnant avec une autorité qu'il n'utilisait jamais. L'hégémonie ne cherche pas des ressources, elle cherche à éteindre toute beauté qui n'est pas sous son contrôle. Si nous restons ici, à regarder notre jardin déphasé pendant que la galaxie brûle, alors nous ne sommes pas des sages. Nous sommes des lâches. Nous protégeons la survie de l'espèce humaine. Tonna un autre veilleur. La dernière fois que l'humanité a joué les héros, elle a presque déchiré le tissu de cette dimension. Notre technologie est un fardeau, Elias. Elle nous rend divins, et les hommes ne sont pas faits pour être des dieux. Pendant que le débat faisait rage, Naya s'avança. Sa peau commença à luire d'un ambre intense, une vibration qui fit vibrer les murs de cristal de la salle. Les veilleurs s'interrompirent, fascinés malgré eux. Les auras ne parlaient pas seulement avec des mots, mais avec leur essence. Vous dites que votre technologie est un fardeau, commença Naya, sa voix s'accordant étrangement aux harmoniques de la station. Mais sur mon monde, nous disons que la lumière n'a de valeur que si elle éclaire quelqu'un d'autre que soi. Elias ne m'a pas sauvé par puissance. Il m'a sauvé parce que, pour une seconde, nos fréquences se sont touchées. Elle regarda Elias, et dans ce regard, il y avait une vulnérabilité si pure qu'elle semblait plus tranchante que n'importe quelle lame de crêle. S'il y a un lien entre nous, c'est parce que vos cœurs ont encore besoin de battre pour quelque chose de réel, pas seulement pour des souvenirs déphasés. Le silence qui suivit fut pesant. Elias s'approcha de Naya et, devant les veilleurs, prit sa main. À l'instant même où leurs peaux se touchèrent, une onde de choc lumineuse parcourut la salle. Ce n'était pas une explosion, mais une fusion. L'or de l'humanité et l'opale des auras se mélangèrent, créant une aura de platine qui baigna la pièce. « Regardez » murmura la veilleuse centrale, stupéfaite. La résonance harmonique. C'est la théorie de l'unification que nous avons cherché à résoudre pendant des siècles par le calcul. Ils l'ont résolu par l'émotion. C'est une abomination pour certains, un miracle pour d'autres, dit Elias. Mais c'est la vérité. Si vous nous séparez, vous éteindrez la plus grande avancée technologique de notre histoire, la preuve que nous ne sommes pas seuls dans ce vide. Plus tard, sur une terrasse surplombant les nuages de la Terre, Elias et Naya se tenaient côte à côte. Pour la première fois, Naya pouvait voir les continents d'en bas, les vastes forêts restaurées, les océans d'un bleu si profond qu'ils semblaient contenir tout l'espoir de l'univers. « Pourquoi m'avoir choisi » demanda-t-elle doucement. « Il y a des millions d'auras. Pourquoi risquer tout ton monde pour une seule érudite ?» Elias se tourna vers elle. Dans la lumière du crépuscule terrestre, elle était d'une beauté qui transcendait les espèces. Parce que quand j'ai vu ce drone te cibler, je n'ai pas vu une étrangère. J'ai vu le morceau de moi-même que j'avais perdu en devenant un silencieux. Tu n'es pas seulement une personne, Naya. Tu es la fréquence que mon peuple essayait d'étouffer depuis trop longtemps.
L'amour n'est pas une émotion chez nous, c'est la seule technologie que nous n'avons pas encore réussi à surpasser. Il approcha son visage du sien. Leurs fronts se touchèrent. Pour un humain déphasé et une aura de lumière, le baiser n'était pas qu'un contact de lèvres, c'était un échange de données, de souvenirs et de rêves. Naya vit les guerres antiques de la terre, la douleur de l'exil, et Elias ressentit les millénaires de chants et de couleurs de son peuple. L'union fut si intense que la station elle-même sembla vibrer à l'unisson. Autour d'eux, les nanomachines présentes dans l'air commencèrent à former des motifs géométriques complexes, comme si l'environnement lui-même célébrait ce lien interdit. Mais la paix fut de courte durée. Elias, coupa Vela, son ton devenant glacial. Les veilleurs ont pris leur décision. Ils ne vous sépareront pas. Mais ils ne nous aideront pas non plus. Et il y a pire. Une projection holographique s'activa devant eux. On y voyait le général Goren, sur le pont de son cuirassé. Il ne regardait pas la caméra, il regardait une sonde de détection. Goren a trouvé une trace de votre déviation de phase, continua l'IA. Il ne sait pas encore où nous sommes, mais il sature le secteur de sonde à résonance noire. Si l'une d'elles touche la bordure du secteur des nuées, notre voile tombera. Et il a juré d'exterminer chaque aura pour nous forcer à sortir de notre trou. Naya se détacha d'Elias, sa peau virant au gris de la terreur. Il va les tuer, tous ceux qui n'ont pas pu s'échapper. Par ma faute. Elias regarda vers la terre, puis vers l'obscurité du vide où les prédateurs approchaient. Sa main se ferma sur le garde-corps de cristal. Non, Naya. Pas par ta faute. Par la mienne, parce que j'ai attendu trop longtemps avant d'agir. Il se tourna vers l'IA. Vela, prépare le sillage. Et active le protocole l'éveil des géants. Si le conseil ne veut pas bouger, alors je serai celui qui portera le premier coup. Le protocole éveil? Elias, c'est une déclaration de guerre totale. Tu vas utiliser l'énergie du berceau pour alimenter un seul vaisseau? Je ne vais pas seulement alimenter un vaisseau, répondit Elias, son regard brillant d'une détermination nouvelle. Je vais montrer à l'hégémonie ce qui arrive quand on essaie d'éteindre une lumière qui a mis 5000 ans à se retrouver. Naya posa sa main sur le bras d'Elias. Sa peau s'illumina d'un doré flamboyant, s'accordant à la fureur calme de l'homme. Je viens avec toi, dit-elle. S'ils veulent une symphonie, nous allons leur donner un concert qu'ils n'oublieront jamais. Elias sourit. Ce n'était plus le sourire triste d'un gardien de musée. C'était le sourire d'un homme qui venait de redécouvrir pourquoi il valait la peine de se battre. Chapitre 3, l'outrage de Krell. Le sillage fendait l'écume des dimensions, une flèche d'argent pur filant à travers les courants de la réalité déphasée. À l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus le silence clinique d'un laboratoire de haute technologie, mais une tension électrique, un orage latent qui semblait charger chaque molécule d'air. Elias se tenait devant le grand dôme de vision, ses muscles tendus sous sa combinaison grise. Derrière lui, Naya s'approcha. Sa peau opalescente diffusait une lueur de braise, un mélange de peur pour son peuple et d'un désir nouveau, sauvage, pour cet homme qui avait défié les siens pour elle. Vela, quel est l'état de la flotte de Goren? Demanda Elias, sa voix plus sombre que le vide. Le général Goren a déployé le grand filet, Elias. 3000 cuirassés de classe dévoreur émettent des ondes de résonance noire. Ils torturent l'espace-temps pour nous forcer à apparaître. Et, ils ont commencé le tri. L'hologramme s'activa. Sur les ponts des navires Krell, des milliers de civils aura étaient entassés. Les soldats de l'hégémonie, des colosses de muscles et d'exosquelettes d'acier, les poussaient vers des chambres de réfraction. Goren voulait utiliser leur bioluminescence naturelle comme combustible pour ses canons à antimatière. C'était une agonie lente, une extinction chromatique. Naya laissa échapper un gémissement étouffé, ses mains venant se plaquer contre sa bouche. Sa couleur vira au gris cendré. Il les transforme en simples batteries, murmura-t-elle, les larmes perlant comme des perles de lumière sur ses joues. Elias se tourna vers elle. En voyant sa détresse, quelque chose rompit en lui. La sagesse millénaire, la retenue des veilleurs, le calme imposé, tout vola en éclats. Il fit 3 pas rapides et la prit par les épaules. « Regarde-moi, Naya. Regarde-moi. » Leurs regards s'accrochèrent. Le gris d'acier d'Elias brûlait d'un feu blanc. Ils ne sont pas des batteries.
Ils sont la raison pour laquelle l'humanité a gardé ses croiseurs en sommeil. Ils sont la raison pour laquelle je ne serai plus jamais un silencieux. Il l'attira contre lui. Ce n'était plus seulement une étreinte de protection. C'était une collision. Leurs corps, bien qu'issus de mondes différents, vibrèrent à une fréquence si haute que l'air autour d'eux commença à scintiller. La peau de Naya passa instantanément au pourpre profond, la couleur de l'abandon et de la passion sacrée chez les auras. Elias plongea ses mains dans les cheveux de Naya, qui semblaient faits de fils de soie photonique. Le baiser qui suivit fut une déflagration. Pour un humain dont chaque cellule était imprégnée de nanotechnologie consciente, et une aura dont l'âme était une harmonique de lumière, l'union physique était une expérience de fusion atomique. Ils tombèrent sur le sol biomimétique qui s'adapta instantanément pour devenir un lit de mousse chaude et étoilée. Sous les caresses d'Elias, Naya émettait de légers sons mélodiques, sa peau changeant de teinte à chaque contact, or quand il embrassait son cou, émeraude quand ses mains parcouraient ses hanches. « Elias, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je sens ton esprit. C'est comme si j'embrassais le cœur d'un soleil. Tu es la seule chose réelle dans cet univers de fantômes, répondit-il, la voix rauque. Leur étreinte devint plus sensuelle, presque désespérée, une célébration de la vie face à la mort qui rôdait dehors. Chaque mouvement était une résonance, chaque souffle un accord. Les nanomachines de la pièce, captant l'intensité de leur lien, commencèrent à projeter des images de leurs souvenirs partagés sur les parois du vaisseau, les forêts de la Terre et les palais de cristal d'horizon s'entrelaçant dans une danse onirique. Pendant quelques instants, il n'y avait plus d'hégémonie, plus de guerre, juste la vérité brute et magnifique de deux êtres qui s'étaient trouvés par-delà l'abîme. Soudain, une secousse violente ébranla le sillage. « Elias !» hurla Veila. Une sonde de résonance noire vient d'impacter notre bouclier de phase. Goren nous a vus. Il verrouille ses canons à singularité sur notre position. Elias se redressa, sa peau encore parcourue de lueurs dorées. Il aida Naya à se lever, son regard passant de la tendresse à une froideur guerrière absolue en une fraction de seconde. « Le moment est venu, dit-il. » Il s'avança vers le centre du cockpit. Veila déploie le protocole l'éveil des géants. Déphasage complet vers l'espace réel. Active les condensateurs de vide. Attention, Elias. Si je fais cela, l'énergie puisée dans le berceau va nous rendre visibles sur 3 secteurs. Nous serons une cible. Non, Veila. Nous serons un exemple. Le sillage commença à se transformer. Sa coque de ferraille se fendit, révélant une structure de cristal noir et de fibres lumineuses. Il s'étira, grandit, ses ailes de gravité se déployant sur des kilomètres. Ce n'était plus un vaisseau de transport, c'était un croiseur de jugement. Ils réapparurent dans l'espace réel, juste devant la flotte titanesque de l'hégémonie. Le brise-monde, le vaisseau amiral de Goren, semblait petit à côté de la majesté sombre qui venait d'émerger du néant. Sur le pont du brise-monde, le général Goren écarquilla les yeux. Ses radars saturent. Ses instruments de mesure fondaient littéralement. Qu'est-ce que c'est que ça? Rugit-il. Tirez. Tirez avec tout ce que nous avons. 3000 vaisseaux ouvrirent le feu. Des torrents d'antimatière, des lasers capables de percer des planètes, des torpilles à plasma, un déluge de destruction convergea vers le vaisseau humain. Naya, debout aux côtés d'Elias, sentit la puissance vibrer sous ses pieds. Elle posa sa main sur le pupitre de commande, ajoutant sa propre fréquence lumineuse au système du navire. « Elias, laisse-moi les guider, dit-elle. Laisse ma lumière leur montrer le chemin. » Fais-le, Naya. Elias ne chercha pas à se protéger. Il fit un geste circulaire de la main, et le sillage émit une onde de choc, non pas de feu, mais de silence. L'onde frappa les projectiles ennemis. À l'instant même du contact, les lasers s'éteignirent, les torpilles se transformèrent en poussière de diamant et l'antimatière fut instantanément convertie en hydrogène pur. Le vide autour du vaisseau humain devint un jardin de particules inoffensives. « Impossible !» cria Goren depuis son écran. « Rien ne peut arrêter l'antimatière. » Elias apparut alors sur tous les écrans de la flotte ennemie. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur divine. « Général Goren, dit Elias d'une voix qui semblait venir de partout à la fois. Vous avez confondu notre discrétion avec de la faiblesse.
Vous avez torturé des innocents pour une puissance que nous avons apprise à dompter avant même que votre race n'apprenne à faire du feu. Elias leva un seul doigt. Regardez vos armes. Partout dans la flotte Krell, les moteurs s'éteignirent. Les systèmes de visée se mirent à projeter des images de la terre, des fleurs, des rivières, des sourires d'enfants. L'IA de l'hégémonie fut réécrite en une seconde par VEILA. Les soldats de Krell se retrouvèrent enfermés dans leurs propres armures, qui refusaient d'obéir aux ordres de violence. Naya, maintenant, ordonna Elias. Naya chanta. Un chant sans parole, une fréquence de guérison qui fut amplifiée par les transmetteurs gravitationnels du vaisseau. L'onde traversa les coques des navires ennemis. Partout où elle passait, les prisonniers aura se sentirent ralliés, leurs blessures se refermant, leur éclat revenant plus fort que jamais. Les portes des cellules s'ouvrirent. Les auras, portées par la musique de Naya, sortirent des cales, flottant dans les couloirs des navires de guerre, transformant chaque pont en une procession de lumière. Goren, fou de rage, tenta de déclencher l'autodestruction de son propre navire pour emporter tout le monde avec lui. Elias le regarda froidement à travers l'hologramme. La haine est une erreur de calcul, Goren. Et nous venons de corriger l'équation. D'un simple geste de la pensée, Elias décousit la structure moléculaire du trône de Goren. Le général se retrouva assis par terre, son armure tombant en miettes autour de lui, redevenue de la poussière inoffensive. Le sillage avança alors au milieu de la flotte paralysée. Il ne tira pas une seule salve. Il se contenta d'exister, une présence si écrasante que la notion même de combat devint ridicule. L'hégémonie de Krell, l'empire qui avait terrifié la galaxie pendant des siècles, venait de s'effondrer en moins de 10 minutes, vaincue par une race qu'elle croyait fragile, et par un amour qu'elle n'aurait jamais pu comprendre. Elias se tourna vers Naya. Elle rayonnait d'un éclat insoutenable, la couleur du triomphe et de la paix. Il la prit dans ses bras, et dans ce cockpit rempli de la lumière de 1000 soleils, ils s'embrassèrent à nouveau, tandis qu'autour d'eux, les auras libérées commençaient à danser dans le vide, protégés par le bouclier invisible de l'humanité. Chapitre 4, la symphonie de l'acier. Le silence qui suivit la reddition forcée de l'hégémonie n'était pas le vide froid de l'espace, mais une vibration vivante, une note tenue à l'infini. Autour du sillage, les 3000 cuirassés de Krell flottaient comme des baleines de fer endormies, leur système d'armement changé en blocs d'ambre technologique par les virus harmoniques de VEILA. Dans le cockpit, Elias et Naya ne s'étaient pas lâchés. Leur respiration s'était enfin apaisée, mais la connexion à cette fameuse résonance était désormais permanente. Elle n'était plus un éclair, mais un fleuve tranquille coulant entre leurs deux esprits. Elias, fit la voix de l'IA, plus solennelle que jamais. Le Conseil des Veilleurs a rompu le déphasage de la Terre. Ils arrivent. Pas pour nous arrêter, mais pour voir. Soudain, le secteur des nuées sembla se déchirer. Des centaines de déchirures de lumière blanche apparurent, et de chacune d'elles émergea un vaisseau humain. C'était la flotte fantôme, celle dont les légendes galactiques n'osaient même pas murmurer le nom. Des cathédrales de géométrie pure, faites de métal liquide et de pensée condensée. L'humanité ne se cachait plus. Elle se révélait dans toute sa gloire terrifiante et magnifique. « Regarde, Naya » murmura Elias en pointant les moniteurs. « Ce sont les miens. » Ils ont compris que la paix ne se maintient pas dans l'isolement, mais dans l'engagement. L'architecture de la paix. Elias ne perdit pas un instant. Il ne s'agissait pas seulement de gagner une bataille, mais de reconstruire une civilisation. VEILA lance le protocole bâtisseur de monde. Cible, le système d'horizon. Le sillage projeta des faisceaux de particules d'une couleur inconnue à un mélange d'ultraviolet et d'or vers les débris de la cité d'horizon qui flottait encore en orbite. Sous les yeux ébahis des milliers d'auras libérés, les morceaux de cristal commencèrent à s'attirer, à se réassembler. Les nanomachines humaines, agissant comme des milliards de fourmis intelligentes, ressoudèrent les structures, purifièrent l'atmosphère et redonnèrent vie au jardin suspendu en quelques heures. C'était une démonstration de force par la création. Là où Krell avait apporté le chaos, l'humanité apportait l'ordre absolu. Un amour par-delà les atomes. Au milieu de cette activité frénétique, Elias entraîna Naya vers les ponts inférieurs du vaisseau, loin des écrans et des calculs de trajectoire. Ils pénétrèrent dans une chambre de méditation, une sphère où la gravité était nulle et où l'air sentait la pluie sur la terre chaude, l'odeur de la terre printanière. « Elias, je sens leur peur » dit Naya en parlant des siens.
Ils voient votre puissance et ils tremblent. Comment peuvent-ils vous aimer s'ils sont écrasés par votre perfection? Élias s'approcha d'elle, flottant doucement dans l'espace de la chambre. Il prit ses mains, dont la peau pulsait d'un vert tendre, signe d'une espérance fragile. Ils ne doivent pas nous aimer, Naya. Ils doivent apprendre à s'aimer eux-mêmes à nouveau. Nous ne sommes que les architectes du décor. Le reste appartient à votre champ. Il l'attira contre lui, et dans cette absence de poids, leur étreinte devint une danse céleste. Leurs corps s'entrelacèrent, et la barrière entre l'humain et l'aura s'effaça totalement. Élias ne voyait plus avec ses yeux, mais avec la fréquence de Naya. Il voyait la galaxie comme une symphonie de couleurs, chaque étoile étant une note, chaque nébuleuse un accord. « Je t'aime, Naya », murmura-t-il, et le mot n'était plus une simple vibration sonore, mais une impulsion de pure lumière qui fit briller la peau de la jeune femme d'un éclat insoutenable. « Et moi, je t'aime, Élias Thorne. Tu es l'encre de mon peuple, et je suis l'éclat du tien. » Leur union, dans cette sphère de paix, devint le symbole de la nouvelle ère. Un humain qui avait renoncé à la solitude pour protéger, et une aura qui avait renoncé à la peur pour guider. Dans cet acte charnel et spirituel, ils créèrent une nouvelle harmonique, la résonance d'améthyste, une fréquence capable de stabiliser les cœurs les plus tourmentés. Le défi des veilleurs. Cependant, le retour à la réalité fut marqué par une confrontation nécessaire. Le grand veilleur, celui qui avait condamné Élias au chapitre 2, apparut sous forme d'hologramme géant au milieu du cockpit. « Élias. Tu as réussi. La flotte de Krell est neutralisée et les auras sont sauvées. Mais sache que tu as changé l'univers à jamais. Les autres empires, les plus lointains, ceux qui dorment encore, ont senti ton éveil. Ils viendront. Ils voudront ce secret, comment un humain peut-il s'unir à une aura et multiplier sa puissance par 1000 ?» Élias regarda le veilleur droit dans les yeux, tenant fermement la main de Naya. « Qu'ils viennent, » répondit-il avec une sérénité nouvelle. « Nous ne les recevrons pas avec des canons, mais avec des invitations. Nous allons transformer le secteur des nuées en une ligue des mondes libres. La Terre ne sera plus une prison déphasée, elle sera le phare. » Le veilleur resta silencieux, puis, pour la première fois, il inclina légèrement la tête. Alors, que la symphonie commence, Élias Thorne. La finale de l'acier. Les semaines passèrent. Les vaisseaux de Krell furent recyclés. Les soldats de l'hégémonie, dépouillés de leur technologie belliqueuse, furent renvoyés sur leur monde natal avec un cadeau, la technologie de l'agriculture infinie, pour qu'ils n'aient plus jamais besoin de voler pour manger. Sur Horizon, la cité de cristal brillait plus fort que jamais. Une immense fête de lumière et de son fut organisée. Des milliers de races, attirés par la nouvelle du Grand Éveil, commencèrent à arriver. Ils voyaient ces humains, autrefois méprisés, marcher parmi eux. Ils voyaient ces êtres capables de déplacer des planètes, s'agenouiller pour aider un enfant à ramasser une fleur. L'humanité n'était plus là fragile. Elle était devenue la gardienne. Élias et Naya se tenaient au sommet de la plus haute tour d'Horizon. En bas, la foule chantait, et leur chant montait vers les étoiles, purifiant le vide. « Est-ce que ça va durer ?» demanda Naya, posant sa tête sur l'épaule d'Élias. Élias regarda vers le ciel, là où le sillage, en orbite, veillait sur eux comme une étoile protectrice. « Tant qu'il y aura quelqu'un pour écouter la musique, Naya. Tant qu'il y aura un cœur pour battre contre un autre. Nous avons passé 5000 ans à apprendre à nous taire. Maintenant, nous allons passer les 5000 prochains à chanter. » Il l'embrassa, un baiser qui fut capté par les capteurs de tous les vaisseaux en orbite, une onde d'amour pur qui se propagea jusqu'aux confins de la galaxie, annonçant que le temps des tyrans était terminé, et que le temps de l'harmonie venait de naître. Épilogue, l'aube de l'accord. Le temps, dans le secteur de la Terre, ne s'écoule pas comme ailleurs. C'est un fleuve lent, nourri par la patience des siècles. 10 années s'étaient écoulées depuis la chute de l'hégémonie de Krell. La galaxie ne ressemblait plus à l'échiquier sanglant qu'elle avait été. Le grand silence avait laissé place à la grande résonance. Sous l'impulsion de l'humanité, le secteur des nuées était devenu le sanctuaire d'Émeraude, un lieu de pèlerinage où les représentants de 1000 espèces venaient apprendre l'art de la paix technologique. Sur les rives de la mer Méditerranée, sur une terre rendue à sa sauvagerie originelle et à sa splendeur antique, une petite maison de pierre et de verre s'élevait face au couchant. Là, loin des croiseurs de combat et des conseils galactiques,
deux silhouettes marchaient sur le sable encore chaud. Elias avait troqué sa combinaison de vol pour une simple tunique de lin blanc. Ses traits étaient plus apaisés, ses yeux gris reflétant non plus le vide de l'espace, mais l'azur du ciel terrestre. À ses côtés, Naya était plus radieuse que jamais. Sa peau opaline avait pris une nuance dorée permanente, signe de sa vie passée sous le soleil du berceau. Dans ses bras, elle portait un enfant. L'enfant était le miracle que les veilleurs avaient cru impossible. Sa peau était d'un blanc pur, mais lorsqu'il riait, des ondes de lumière bleue et d'ambre parcouraient ses joues. Ses yeux possédaient la profondeur humaine, mais ses doigts, en effleurant l'air, laissaient des traînées de phosphorescence. Il était l'incarnation vivante de la fusion entre la structure et l'éclat, entre la terre et les étoiles. Il commence à percevoir les harmoniques du vent, murmura Naya en observant son fils capter les vibrations de la brise marine. Elias posa sa main sur l'épaule de sa compagne. Un contact qui, même après une décennie, déclenchait toujours une douce chaleur électrique entre eux. Il est le premier d'une nouvelle lignée, répondit-il. Ceux qui n'auront pas besoin de se cacher pour être puissants, et qui n'auront pas besoin de guerre pour se sentir exister. Au-dessus d'eux, à travers le voile du déphasage qui protégeait encore la planète des curieux, on pouvait apercevoir une étoile plus brillante que les autres. Ce n'était pas une étoile, mais le sillage, désormais stationné en orbite haute, servant de relais entre la Terre et le reste de la galaxie. VUI la veillait toujours, mais ses rapports n'étaient plus faits de chiffres de destruction, mais de poèmes envoyés par les peuples reconnaissants. Soudain, l'enfant tendit ses petites mains vers le ciel et émit un son, une note pure qui fit vibrer l'eau à leurs pieds. Au même moment, à des années-lumière de là, sur Horizon, sur les mondes de Krell et dans les colonies reculées, cette même note résonna dans les cœurs de ceux qui savaient écouter. On nous a longtemps appelés les silencieux, dit Elias en regardant l'horizon où le soleil s'enfonçait dans l'eau. Mais le silence n'était qu'une respiration avant le chant. Naya posa sa tête contre la sienne. Et la chanson ne fait que commencer, Elias. Le soleil disparut, laissant place à un ciel étoilé d'une clarté absolue. Dans l'immensité du vide, là où régnait autrefois la peur, il n'y avait plus qu'une immense harmonie. L'humanité, fragile et oubliée, avait enfin accompli sa destinée, elle n'avait pas conquis l'univers, elle l'avait enfin ramené à la maison. Fin de l'histoire.